Grâce aux découvertes de la science, l'agriculture française entre, avec quelques décennies de retard sur l'industrie, dans la voie de la modernisation. Elle y entre au fur et à mesure qu'elle réalise les regroupements, les concentrations et les reconversions indispensables. Car pour l'instant, la plupart des exploitations agricoles françaises ne sont pas en mesure de tirer parti du progrès technique. Elles sont trop petites, trop morcelées ou dirigées par des hommes qui n'ont pas encore compris que l'heure de la spécialisation avait sonné. La solution ? Il faut aider les exploitations françaises à s'agrandir, tout au moins celles qui peuvent réellement espérer jouer un rôle dans la compétition économique. Les lois agricoles de 1960 et 1962 ont prévu un plan de reconversion qui devrait permettre, en principe, à notre pays de disposer dans 20 ans d'une paysannerie jeune, bien formée, installée sur des domaines suffisamment grands. Cette opération Place aux jeunes est indispensable dans un monde en pleine mutation où l'expérience compte désormais moins que les connaissances techniques. C'est ce qu'explique ici M. Marcel Faure, directeur général adjoint de l'IFOCAP, l'Institut de formation des cadres paysans, qui prépare à Draveil les chefs d'entreprise de 1986. Effectivement, l'agriculture a surtout été conçue comme le moyen d'appliquer les méthodes découvertes par les prédécesseurs, et en ce sens-là, la tradition a été essentielle. Il n'y avait pas d'agriculture sans tradition. À l'heure présente, la tradition continue à jouer, il ne faut pas la négliger, mais les connaissances techniques et économiques venant de l'extérieur comptent beaucoup plus pour la bonne marche d'une entreprise, pour sa réussite économique, que la tradition. Par le fait même, le rôle des anciens se trouve diminué d'autant et les jeunes sont amenés à prendre de plus en plus de poids dans la marche de l'entreprise. Place aux jeunes, certes, mais ceux-ci ont besoin de disposer de terres en quantité suffisante. C'est le rôle des SAFER, Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'acheter les terres mises en vente par leurs propriétaires, de les regrouper et de les céder ensuite à de jeunes exploitants à l'étroit. Ce manoir du XVe siècle, par exemple, a été acheté avec son domaine par la SAFER de Bretagne. Les bâtiments ont été vendus à un vétérinaire et les terres, après aménagement, à un jeune agriculteur. Monsieur Pochon, pourquoi n'avez-vous pas voulu garder les anciens bâtiments? Parce que ces bâtiments ne convenaient pas. C'était un manoir. Alors vous voyez, arranger un manoir, et pour faire ça confortable, quand c'était un prix très élevé. Et puis d'autre part, au point de vue bâtiment d'exploitation, il n'y en avait pratiquement pas. Si bien que c'était plus intéressant pour nous de retirer le manoir de la ferme, surtout qu'il a quand même été vendu pour un certain prix, ce qui a fait diminuer le prix de l'exploitation. Vous m'avez dit que c'était vous-même qui aviez dessiné les plans de votre maison. Pourquoi? Bien parce que je pense qu'au fond, une maison, c'est fait pour la famille qui l'habite et c'est un peu sa chose, quoi. Je pense que chaque famille devrait pouvoir choisir sa maison et l'étudier suivant ses goûts, suivant le nombre d'enfants, évidemment, aussi. On vous a dit que vous faisiez une maison qui n'était pas une maison pour une ferme. Oui, oui. Alors là, j'étais pas d'accord parce que moi, je pense que la maison doit être séparée de l'exploitation. Et je vois pourquoi on ferait des maisons pour les cultivateurs, spécialement. Je pense que surtout à l'avenir, la famille doit être séparée de l'exploitation. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez mis vos bâtiments d'exploitation très loin et que vous aviez mis surtout une pelouse entre ces bâtiments d'exploitation et votre maison. Si on veut que le métier d'agriculteur soit attrayant pour la famille, en particulier pour l'épouse, pour les jeunes filles, ben, il faut absolument modifier ce cadre qui jusqu'à maintenant était plus ou moins sale, plus ou moins, disons, terreux. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous regrettiez que le métier d'agriculteur devienne un métier où on exerce de moins en moins ses initiatives personnelles. Vous voyez, on a quand même pas mal de difficultés dans notre métier. Il y a les risques, il y a le travail dur quand même, faut le dire. Alors si ça n'est pas compensé par une certaine liberté dans son travail, cette initiative, cette responsabilité, cette faculté de choisir, de penser son métier, eh bien, c'est un des côtés passionnants, justement, qui s'en va. Avant de venir ici, vous étiez fermier. Maintenant, vous êtes propriétaire. Pourquoi? Parce que être fermier, c'est quand même être plus ou moins à la merci d'une autre personne. Et
avec toute l'insécurité que ça entraîne, quoi. Vous voyez, vous êtes fermier, vous pouvez être, peut-être pas du jour au lendemain, parce qu'il y a le statut du fermage quand même, mais à la fin du bail, vous pouvez être mis dehors. Alors tout ce que vous avez fait jusque-là, toutes les améliorations, aussi bien au bâtiment qu'aux terres. Si on vous mettait un système de bail long de 27 ans au lieu de 9 ans, vous préfériez pas rester fermier? Eh bien, vous voyez, je ne pense pas quand même, parce que, au fond, quand on a ainsi la possibilité d'acquérir une exploitation, eh bien, on fait un prêt au crédit agricole. Un prêt à 25 ans. 3% 25 ans. Eh bien, l'annuité du prêt n'est pas tellement plus élevée que le fermage. Pour être seul maître à bord de ces 39 hectares, M. Pochon va payer pendant 30 ans des traites au crédit agricole. On peut poser la question, à une époque où la terre est convoitée non seulement par les agriculteurs déjà trop nombreux, mais par les citadins en quête de placement pour leur argent, est-il raisonnable d'immobiliser des sommes aussi importantes qui sont absolument improductives? Cette situation absurde ne conduira-t-elle pas à modifier un jour le droit de propriété français? Monsieur Pierre Moy, vous êtes directeur de la SAFER de Bretagne, qu'en pensez-vous? Le droit de propriété peut-être pas. La notion de propriété, sans doute, il faudra bien qu'elle évolue. Le prix de la terre augmente. Très souvent, le prix de cette terre est sans commune mesure avec sa valeur réelle de productivité. Il faudra vraisemblablement trouver d'autres solutions à travers des sociétés civiles ou des sociétés anonymes qui posséderont cette terre, qui recevront un revenu de cette terre, peut-être sous la forme d'actions, et qui mettront cette terre à la disposition de ceux qui la cultivent et qui eux-mêmes ne souhaiteront pas ou ne voudront pas. Qu'en pensez-vous, monsieur Nézère? Pas obligatoirement, ça dépend beaucoup du crédit, des possibilités qui seront données à des agriculteurs ayant de solides qualités techniques, le sentiment, le goût du risque, l'entreprise, comme là ce qu'on peut justement envier aux Américains, c'est qu'en général l'agriculteur américain ou les Américains ont le goût du risque que n'a pas toujours l'agriculteur français. Au fond, à vous entendre parler, on n'a pas tellement le sentiment que vous soyez complexé par rapport aux agriculteurs américains. Non. Non, parce que des comptes rendus que j'ai pu avoir, des contacts également que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, des visites assez nombreuses qui sont venues à bonne voisine, que ce soit de l'Amérique, de l'Angleterre, de la Chine ou d'ailleurs. J'ai l'impression que l'agriculteur américain a de gros atouts en main, surtout par un machinisme qui est à sa mesure, à des prix extrêmement intéressants, que bien que très libérale, l'agriculture américaine est quand même très soutenue, qu'au point de vue technique, eh bien, je crois que nous sommes au moins aussi en avance, bien qu'avec des moyens beaucoup plus limités. Vous m'avez dit tout à l'heure, ceux qui disent que l'on ne gagne pas d'argent dans l'agriculture sont des imbéciles. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'agriculture? De toute façon, on vit. Puisqu'on vit, on gagne de l'argent. Ce qu'il faut, avant toute chose, je crois, c'est une solide formation de base. Et quand on nous dit qu'il faut des écoles d'agriculture,
Je dis tout simplement, il faut des écoles tout court. Et vos ouvriers, comment sont-ils payés? Je pense qu'ils sont bien payés. Comme tous les ruraux, ils doivent être payés plus que des citadins. Ce n'est pas un problème d'ouvrier agricole, c'est un problème de rural. Ils ont des salaires de base qui sont intéressants. Un ouvrier polyvalent gagne 2 francs 60 de l'heure, ce qui n'est pas énorme. Logé dans des logements, je pense, assez confortables, avec des jardins, et qu'en plus, ils ont une prime mensuelle. Un ouvrier polyvalent gagne en moyenne plus de 900 francs par mois, logé. Et un chef de service, par exemple? Les chefs de service gagnent autour de 1200 francs et plus. Monsieur Dunant? Oui. Monsieur Dunant, vous êtes berger sur cette exploitation et vous êtes responsable de 1200 têtes. Un berger moderne, ça n'est pas tout à fait le pâtre des montagnes tel qu'on l'imagine. Comment est-ce qu'on devient un berger? Eh bien, moi, j'ai fait une école d'agriculture après mon certificat d'études primaires. Ensuite, j'ai fait 2 sessions à Rambouillet. Après quoi, j'ai fait quelques stages avant de partir au service militaire. Est-ce que vous êtes d'origine paysanne? Absolument pas. J'ai mon père qui est marchand de couleurs à Livry-Gargan. Un berger, à votre avis, au fond, c'est quoi? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un ouvrier? C'est-à-dire que oui, je suis quand même un ouvrier agricole. Je suis responsable d'une grosse troupe ovine et j'ai le sentiment d'être un salarié, effectivement. Ouais. Finalement, est-ce que vous croyez que vous seriez plus heureux si vous étiez agriculteur à votre compte? Vous savez, il faut tellement investir de capitaux. Moi, je ne pense pas, voyez-vous. Le tout, c'est pour monter un élevage comme même plus petit qu'ici, il faut une fortune, voyez-vous. On a beau avoir le crédit agricole qui nous aide, mais alors vous avez l'allocation de la terre, il faut acheter les bêtes. Oui, mais enfin, vous avez tout de même à la fois beaucoup de sécurité et très peu, parce que si votre employeur décide du jour au lendemain d'abandonner l'élevage du mouton, qu'est-ce que vous devenez? Ah bien, il n'y a pas de problème. Moi, je partirai de Bonne-Voisine. Je resterai dans le mouton. Est-ce que vous avez le sentiment de gagner votre vie mieux que ceux de vos frères qui ont pu rester en ville? Mieux, non. C'est-à-dire, voyez-vous, j'ai un métier et j'aime mon métier. Il n'y a pas de problème, pour élever des moutons, il faut être à la campagne, voyez-vous. J'aime mon métier, je ne peux pas dire que je gagne mieux ma vie. J'ai un frère qui est professeur d'éducation physique, qui gagne certainement mieux ma vie, voyez-vous. Il aime son métier également, il forme des jeunes. Vous savez, c'est une vocation. Moi, j'ai une vocation de berger, j'ai aimé ça dès tout gosse, j'aimais les bêtes. Et d'ailleurs, à part le mouton, j'ai un élevage je monte un élevage de faisans, de pigeons, tout ça, j'aime les bêtes, voyez-vous, c'est ma vie. Honnêtement, est-ce que vous pensez que le métier d'ouvrier agricole puisse intéresser un jeune qui a par exemple aujourd'hui 10 ans? Je vais vous surprendre, mais il intéresse tous ceux qui ont le goût de l'indépendance. C'est probablement, vous m'avez posé la question de gain tout à l'heure. Je vous répondrai autrement, je vous répondrai indépendance. Nous sommes en général dans l'agriculture, dans cette forme d'agriculture, des gens ayant du caractère, aussi bien l'exploitant que ses ouvriers, et qui s'adaptent fort mal aux conditions de travail en ville. Et votre piscine, par exemple, c'est aussi pour vos ouvriers? La piscine est privée. C'est une raison surtout d'entretien. Mais par contre, je pense que dans le cadre soit de l'exploitation plus tard, si ça ne se réalise pas à l'échelon communal ou intercommunal, nous créerons une piscine et c'est tout à fait normal. Nous sommes loin de tout. Au fond, en vous voyant vivre, j'ai le sentiment que vous êtes heureux. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Bien sûr, parce qu'au fond, le métier d'agriculteur, quoi qu'on en dise, est quand même un métier agréable. Les contacts que j'ai pu avoir avec d'autres professions font que je ne les envie en rien. Ces 800 hectares arrachés à la forêt par Marcel Nézère, que vont-ils devenir? Vont-ils être partagés entre ses enfants? Mais d'abord, cette nouvelle génération, quels sont ses goûts? Comment s'accommode-t-elle de l'isolement qu'impose la vie rurale? Claude Nézère, quel âge avez-vous? 19 ans. À vous regarder vivre, au fond,
On n'a pas tellement le sentiment que vous vous passionniez pour les choses de l'agriculture. Est-ce que j'ai raison? Oui, oui, enfin, je ne me passionne pas tellement puisque j'ai des vues sur sciences politiques ou le droit, mais enfin, les questions pratiques, tout ce qui est l'agriculture, ça ne m'intéresse pas tellement pour l'instant. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Enfin, pour l'instant, je suis étudiant en philo, alors ce qui me passionnerait, ce serait de faire une carrière politique. Vous êtes étudiant à quel endroit? 3. Ça se trouve à 40 km. Et vous êtes pensionnaire? Oui. Vous revenez ici tous les combien de temps? 3 semaines environ. Qu'est-ce que vous faites quand 3 semaines, enfin. Quand vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, j'étudie, parce que le bac, en peu de temps, mais enfin, de temps en temps, j'ai des amis qui viennent ici, ou le samedi, je sors. Vous sortez comment? J'ai un car qui se trouve à 10 km, ou alors des amis viennent me prendre, ou mes parents me conduisent à l'occasion. Donc si vous voulez aller quelque part, chez des amis, si vous voulez aller en surboom, vous êtes tributaire des gens qui veulent bien vous emmener. Oui, oui, c'est ça. Il n'est donc pas besoin de traverser l'Atlantique pour trouver des agriculteurs efficaces. C'est une bonne chose car d'ici 20 ans, dans un monde où les distances comptent de moins en moins, le concurrent direct de Marcel Nézère sera le fermier du Texas ou celui de Nouvelle-Zélande, qui vivent déjà l'un et l'autre à l'âge de la productivité. Dans l'immédiate, certes, le marché commun offre des perspectives intéressantes à notre agriculture. Mais la jeune Europe ne pourra pas éternellement rester protégée contre la concurrence. Il faudra accepter un jour d'abaisser les barrières douanières. Monsieur Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, est mieux placé que quiconque pour nous répondre. À ce point de vue, je crois qu'il faut distinguer deux choses quand nous élargirons le marché international. Il faudrait d'abord avoir la sécurité de voir disparaître tous les éléments artificiels de trouble de ce marché. Il y a des pays qui pratiquent du dumping, qui eux-mêmes se ferment aux importations par des procédés variés et qui voudraient obtenir chez nous des garanties d'accès. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. La première chose à obtenir est donc une sincérité, une loyauté des échanges. À partir de ce moment, vous me direz pourquoi ne pas jouer les chances et les risques de la compétition. Cela, en effet, peut être envisagé, mais en matière agricole, on ne peut tout de même pas raisonner dans le libéralisme absolu, parce qu'il faut tenir compte des différences de climat, de météorologie, également de puissance technique, et nous ne pouvons pas accepter de ruiner toutes nos productions au bénéfice de productions plus concurrentielles dans d'autres parties du monde. Monsieur le Président, tous les chercheurs, tous les économistes qui sont venus ici nous ont dit l'agriculture française ne se sauvera que dans la concentration, la spécialisation et la reconversion. Vous-même, vous vous êtes fait dans vos discours le champion de la défense de l'exploitation à l'échelle humaine. Vous avez dit il faut aider les gens à faire ce qu'ils font là où ils sont, ce qui est au fond toute la négation de la reconversion. Qu'en pensez-vous? Non, pas absolument. Je suis d'accord sur l'analyse générale quant aux bienfaits de la concentration, de la spécialisation ou de la reconversion. Mais ce sont des mots. Il faut voir les réalités. Je pense que nous pouvons maintenir dans l'agriculture l'exploitation à l'échelle humaine, puisque nécessairement les activités humaines seront réparties et dispersées dans les champs. Cette exploitation à l'échelle humaine ne doit pas être nécessairement une exploitation archaïque ou indigente. Et enfin, elle doit être complétée par deux choses. La coopération, qui permet d'obtenir les mêmes avantages que la concentration, dans des conditions humaines qui sont meilleures, et d'autre part, une organisation où l'État doit jouer un grand rôle, les professionnels aussi, et qui permet de diffuser jusqu'au plus bas de la pyramide toutes les améliorations scientifiques, génétiques ou économiques. Pour arriver à cette spécialisation des hommes, pour réaliser ces grands ensembles de production et de vente indispensables dans notre économie de compétition, deux voies s'offrent à l'agriculture française. D'un côté, la concentration capitaliste, les vastes exploitations comme celle de Marcel Nézère, ou alors les fermes d'État comme dans les pays socialistes. De l'autre, les groupements volontaires. Monsieur Michel de Baptiste, vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et vous avez toujours défendu la seconde formule, l'agriculture de groupe. Pourquoi? En effet, bien que dans un pays comme la France, il y aura la coexistence des deux systèmes, c'est d'ailleurs naturel et c'est d'ailleurs normal, j'ai une préférence marquée pour le deuxième système, pour une raison essentielle, c'est que l'exploitation familiale traditionnelle avait comme valeur primordiale celle de permettre à l'homme
d'exercer ses responsabilités dans son travail. Or, le progrès technique risque de bouleverser de fond en comble cette situation et il risque de faire ce qui s'est passé au siècle dernier dans l'industrie, de transformer l'agriculteur chef d'entreprise en salarié, au moins pour le plus grand nombre. Et je crois que cela pose des problèmes très graves sur le plan d'équilibre social d'un pays et puis sur le plan même plus général. Et la question qui est posée pour nous est de savoir si on peut aboutir à la même efficacité qui est exigée par le progrès technique avec des structures différentes et qui sauvegarderont, qui permettront à l'homme de continuer d'exercer ses responsabilités, d'être un travailleur libre qui pourra dans son entreprise faire les choix, prendre les décisions qu'il convient. Mais pour faire ces choix et prendre ces décisions, eh bien, il sera nécessaire qu'il s'associe dans ce qu'on appelle l'agriculture, dans ce que nous appelons l'agriculture de groupe. Par agriculture de groupe, nous voulons dire 2 ou 3 ménages qui s'associent et qui réalisent ensemble les investissements et le travail tout en commun, n'est-ce pas? Ils ont donc la possibilité de se libérer, notamment en ce qui concerne l'élevage, d'avoir un dimanche de travail sur 3 par exemple, de pouvoir prendre une semaine de congé, ainsi de suite. L'agriculture de groupe, c'est la formule qu'ont choisi 4 jeunes ménages qui, ici, à Kergounan-en-Ploumoguer, à l'extrême pointe du Finistère, ont créé un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. Monsieur Riwal, qu'avez-vous mis exactement en commun? Enfin, nous avons mis en commun tous nos moyens de production, c'est-à-dire cheptel vif et mort. Nous avons apporté chacun les terrains dont il était propriétaire en bail à la société. Et comme matériel? Alors, comme matériel, nous avons 2 tracteurs, quoi. Dans le temps, nous en avions 3, nous avons chacun le nôtre. Mais enfin, ils n'étaient pas tellement adaptés, ils étaient tous d'une puissance trop faible, quoi, pour certains travaux. Alors maintenant, nous avons un petit, puis un autre qui est déjà plus fort. C'est ça, 2 tracteurs mieux adaptés au lieu de oui. 3 qui étaient mal adaptés. Oui. Comment établissez-vous votre budget? Vous avez un salaire versé par le groupement? Alors le salaire est pour le moment de 50 000 francs par ménage. Alors plus quelques avantages en nature. Si demain, on vous proposait à vous, monsieur Riwal, de diriger les 80 hectares que vous avez ici en employant des ouvriers, est-ce que vous renonceriez à l'exploitation communautaire? Je crois qu'actuellement, eh bien, nous sommes mûrs pour la solution communautaire. Au fond, on compte les uns sur les autres parce que malgré tout, dans notre système de polyculture élevage, il y a plusieurs rayons. Il y a l'élevage bovin, il y a le porcin, il y a la volaille, les cultures, etc. Eh bien, au fond, il est possible, comme si, étant donné que nous sommes spécialisés, que nous avons fait la division du travail, que chacun, dans sa spécialité, eh bien, soit plus compétent. Donc l'exploitation communautaire, pour vous, ce n'est pas seulement le moyen de s'en sortir, de se sortir d'un mauvais pas, c'est un système qui permet d'être beaucoup plus spécialisé. Je crois qu'il permet justement la spécialisation, la division du travail. Ça permet d'avoir les avantages de la spécialisation tout en parant aux inconvénients de la spécialisation. Parce que pour nous jeunes, bien sûr, sur l'exploitation individuelle, il était possible de se spécialiser dans une seule production. Mais quand on a pas mal d'emprunts et de dettes à rembourser chaque année, eh bien, la spécialisation, on a la preuve de certaines années passées, avec une seule production, eh bien, c'est assez difficile, il y a pas mal de difficultés parce que nous n'avons pas la garantie d'aucun produit. L'exploitation communautaire n'est pas l'unique solution. Certains se contenteront demain de se grouper pour acheter du matériel ou pour organiser des chantiers de récolte. D'autres chercheront à créer des étapes collectives, comme celle que nous voyons ici, à Montereau, à 75 km de Paris. À qui appartiennent ces 300 vaches, monsieur Combe? Les 300 vaches qui sont ici appartiennent à 9 agriculteurs et un vétérinaire qui ont mis en commun leur production animale. En somme, si je comprends bien, chaque agriculteur reste propriétaire de son exploitation et ne met en commun qu'une partie de son activité. Exactement. Chaque agriculteur a l'engagement de fournir la nourriture nécessaire aux animaux qui sont ici et qui lui appartiennent par dixième. Et en plus de cela, a en retour les avantages de cette exploitation, c'est-à-dire les produits, les veaux, etc.
que l'étable moyenne française est de 7 vaches laitières actuellement. Si vous créez des unités de l'importance de celle-ci, il suffira de 10 000 ou 15 000 exploitations pour produire toute la production laitière française. Nous espérons que le Français consommera plus de lait qu'il n'en consomme actuellement, c'est-à-dire qu'il y aura une plus grande demande d'une part, et que malgré tout, la concentration sera obligatoire parce qu'on ne pourra pas arriver à donner sur le plan social le même mode de vie aux ruraux qu'aux citadins, et je ne vois pas pourquoi ils n'y auraient pas droit si on ne veut pas se concentrer. Il ne suffit pas de produire, il faut aussi vendre. Dans le passé, les agriculteurs acceptaient la loi du marché avec ses fluctuations et se résignaient à ne pas savoir de quoi demain serait fait pour eux. Mais les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, les industriels de l'alimentation ne veulent plus dépendre d'une multitude de petits paysans libres de faire ce que bon leur semble. Ils cherchent à planifier la production en passant des contrats extrêmement stricts avec les agriculteurs. C'est ce qu'on appelle l'intégration, un mot qui fait peur à certains. Monsieur de Baptiste. L'intégration est une nécessité économique. Je crois que nous ne pouvons pas aller à l'encontre, réagir contre cette idée essentielle serait faire ce qu'ont fait les canuts de Lyon au siècle dernier lorsqu'ils ont cassé les métiers à tisser de jacquard. Ils n'ont pas arrêté le progrès technique. L'intégration est donc une nécessité économique. Si elle est une nécessité économique, le risque pour l'agriculteur, c'est que le centre de décision lui échappe et appartienne à des hommes ou à des groupes financiers totalement extérieurs à l'agriculture. Et à ce moment-là, alors, eh bien, l'agriculteur est transformé vraiment en un salarié. C'est-à-dire que se réalise dans l'agriculture ce qui s'est passé au siècle dernier sur le plan industriel, et on assiste à une véritable prolétarisation avec des apparences, des formes différentes de ce qui s'est passé sur le plan ouvrier, mais le problème est exactement le même. Roger Deflot, descendant d'une vieille famille du Gard dont les ancêtres regardaient paître les moutons dans le thym et le serpolet des garrigues, est un de ces agriculteurs qu'on appelle intégrés. Aujourd'hui, les moutons ont disparu du paysage. Pourquoi? Oui, ce parc, c'est une conséquence évidemment d'avoir eu de l'eau à volonté. L'irrigation, pour nous, a changé complètement le mode de culture de cette propriété qui avant était un parcours à moutons et qui maintenant permet de faire à peu près n'importe quelle culture, soit maraîchère, soit fruitière. Pour arriver à faire une culture légumière, on n'appelle pas ça de la culture maraîchère, une culture légumière de plein champ, nous nous sommes adressés à une politique de contrat qui nous permettait d'avoir un produit vendu d'avance, suivant des normes décidées avec un industriel. Pour vous, que représente le contrat? Pour nous, un contrat, c'est vendre un produit dans une quantité, dans une qualité et à une date déterminée à une entreprise industrielle, de façon à ce que celle-ci puisse se planifier. C'est donc l'entreprise industrielle qui prend les décisions de production. Nous lui accordons les décisions de production, étant donné que pratiquement c'est elle qui transforme le produit sur une période extrêmement brève. Mais c'est nous qui conservons toutes les décisions quant à la culture et à la nécessité de produire. Nous pouvons, si vous voulez, ne pas produire si les conditions industrielles nous paraissent insuffisantes. Les industriels cherchent à vous imposer les prix les plus bas possibles. Comment vous défendez-vous? D'abord, nous nous défendons en nous groupant. Et ensuite, nous demandons à ces industriels de jouer le jeu. Et nous établissons des prix de revient. Et nous regardons ensemble quels sont les postes de coût, les postes de prix de revient de nos cultures et de la marge bénéficiaire normale qui doit nous être accordée pour notre travail. Et les industriels, eux, amènent le prix auquel ils peuvent vendre et nous tâchons, dans le respect mutuel des intérêts de chacune des parties, de trouver le prix qui peut satisfaire l'une et l'autre des parties. Vous ne vendez jamais en dessous de votre prix de revient? En économie contractuelle, nous ne vendons jamais au-dessous de notre prix de revient. Vous devenez en somme des industriels comme les autres? Nous l'espérons. J'ai entendu des gens dire Deflot est vendu aux Américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je ne pense pas que je sois vendu aux Américains. Par contre, je pense que je vends des tomates aux Américains.
Tous les agriculteurs n'acceptent pas d'être liés par contrat avec leurs acheteurs, mais tous veulent être sûrs de pouvoir vendre leurs produits à des prix rémunérateurs. Pour arriver à ce résultat, les producteurs de choux-fleurs et d'artichauts du Nord Finistère ont choisi une voie différente en construisant à Saint-Paul-de-Léon ce marché de vente aux enchères qui domine la mer. Ils se sont groupés, mais leur SICA, leur Société d'intérêt collectif agricole, s'éloigne beaucoup de la coopérative classique. Pourquoi ? Son jeune président, l'homme qui déclencha la vague d'agitation paysanne de 1961 en prenant d'assaut la sous-préfecture de Morlaix, Alexis Gourvenec, répond. Notre organisation s'éloigne en effet assez des formes classiques parce que la coopérative agricole ou la coopération agricole de commercialisation existait dans le Nord Finistère depuis une cinquantaine d'années. Malgré, disons, à ce demi-siècle, elle n'avait réussi à regrouper que 20% de la production alors que 80% des producteurs continuaient à faire confiance au secteur privé. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il subsistait un problème et qu'aux périodes d'abondance en particulier, les prix s'effritaient pour atteindre des tarifs de misère. Aux périodes normales, les relations entre acheteurs et vendeurs étaient, je dirais, faussées par un certain nombre de méthodes. C'est la raison pour laquelle a été créée il y a 5 ans maintenant la SICA de mise en marché du Nord Finistère, dont l'objectif n'est pas de prendre en main la commercialisation de l'ensemble de notre production légumière, mais dont l'objectif est purement et simplement de se situer comme écran entre acheteurs et vendeurs, de façon à ne plus subir les caprices éventuels des acheteurs, de façon à permettre aux agriculteurs d'établir leurs propres règles de vente au lieu de subir les règles d'achat établies par le commerce. Qu'est-ce qui se passe exactement ici au marché que nous avons sous les yeux? Ce qui se passe est très simple. Tous les matins, nous avons tout d'abord une double information. Une information des prix pratiqués sur les différents centres de consommation, français et étrangers, et une information des quantités présentées sur l'ensemble des marchés de la région à l'intérieur de l'organisation. C'est-à-dire la connaissance de l'offre et, dans une certaine mesure également, la tendance des marchés de consommation. Lorsque cette information est réalisée, commence la vente aux enchères dégressives, c'est-à-dire le passage de la totalité de la production dans une salle aux enchères où se trouvent rangés les négociants. En face de ces négociants se trouve placé un cadran à régime dégressif. Il y a un chef de vente, si bien que nous obtenons à la fois une vente publique extrêmement rapide et une cadence systématique des transactions. Par conséquent, 2 éléments fondamentaux de l'établissement d'un juste prix de production qui doit être le résultat d'une saine confrontation de l'offre et d'une saine confrontation de la demande. Je crois qu'un agriculteur qui ne vend pas ses produits est payé quand même. Il est payé en effet, car aux périodes d'abondance, nous établissons un prix minimum en dessous duquel la marchandise est déclarée invendue, en dessous duquel la marchandise est définitivement retirée du marché, et cette marchandise invendue est prise en charge par l'ensemble de la marchandise offerte. Un système qui permet à l'extrême d'affamer les villes. Dans une certaine mesure, oui, disons. Mais cet extrême, nous ne risquons pas de l'atteindre. Et je crois même pouvoir affirmer que notre politique de soutien de prix est une sécurité pour le consommateur. Elle est une sécurité pour le consommateur car, en définitive, la France ne peut pas baser sa consommation des années à venir sur la misère d'une année pour les agriculteurs.
Et à partir du moment où une organisation permet de donner aux producteurs un minimum de sécurité, ces mêmes producteurs s'engagent plus hardiment dans la voie de la production et permet par conséquent, dans les années qui viennent, de garantir aux consommateurs l'optimum de produits sur l'ensemble de ces marchés. Chaque année, 400 agriculteurs membres de votre SICA vont à l'étranger en voyage d'études. Et ils y vont aux frais de l'ensemble du groupement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons considéré que la SICA ne devait pas être essentiellement une organisation de mise en marché du chou-fleur et de l'artichaut. C'est avant tout un groupement de 4500 agriculteurs. De 4500 agriculteurs soucieux de leur avenir, de 4500 agriculteurs qui savent que l'on n'endigue pas le progrès technique et que l'on n'endigue pas le progrès économique. Notre organisation a par conséquent comme préoccupation majeure l'avenir de ces hommes, l'avenir de ces jeunes, l'avenir de sa région. Il y a 20 ans, il fallait 15 agriculteurs pour nourrir 100 Français. Aujourd'hui, 8 suffisent à la tâche. Dans 20 ans, avec l'agriculture efficace et industrialisée que nous promettent les spécialistes, il en faudra à peine 3. Que deviendront alors les villages de France, trop grands pour abriter les rares agriculteurs qui resteront à la terre, mais trop petits pour leur offrir tous les services dont ils auront besoin? Ces villages, entraînés dans un véritable processus d'appauvrissement qui inquiète les sociologues. Monsieur Jolivet. Par appauvrissement des villages, il faut entendre deux choses. D'abord, un appauvrissement qui est dû au dépeuplement qui est bien connu, qui fait qu'en somme, il y a moins de monde, et du fait qu'il y a moins de monde, beaucoup moins d'activités sociales possibles, beaucoup moins d'équipements rentables, etc. Il y a un deuxième aspect, un appauvrissement, disons, par activité. Les commerçants, les artisans disparaissent, se concentrent soit au bourg, soit même à la petite ville. Et bien sûr, ce sont là des activités qui apportaient dans la vie quotidienne du village traditionnel un certain nombre une certaine variété, et qui maintenant ne sont plus là pour animer, en somme, le milieu social comme il faisait traditionnellement. Et la famille dans cette évolution? L'évolution de la famille, pour la décrire en quelques mots, est un consentement par la famille de réduire son emprise sur l'enfant, d'accepter que l'enfant se socialise en dehors d'elle et de faire en sorte qu'il devienne capable de vivre dans un monde complètement différent de celui où il est né. C'est là où est la différence fondamentale avec la famille traditionnelle, c'est que la famille traditionnelle apprenait à l'enfant à vivre dans un monde où il était né, le sécurisait d'ailleurs parfaitement pour vivre dans ce monde. Il faut au contraire maintenant apprendre à l'enfant à vivre dans un monde qui ne sera pas celui où il est né, qui ne sera pas celui des parents. Il faut donc avoir recours à des incitations extérieures, à des expériences extérieures à la famille de plus en plus nombreuses. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes, semble-t-il, qui se pose dans les transformations sociales des campagnes, le fait qu'au moment même où la famille devient de moins en moins capable d'assumer la tâche de socialisation de l'enfant, de l'adapter au monde moderne, le milieu social rural s'appauvrit de plus en plus et de moins en moins en mesure de prendre le relais du rôle traditionnel de la famille dans ce domaine. En somme, l'enfant qui quitte sa famille ne peut rien espérer de son village. Il faut qu'il aille plus loin. Absolument. Le village est devenu un cadre aussi périmé que la famille. Maître Brutillot, vous avez un titre assez rare en France puisque vous êtes président du conseil d'un district rural. Qu'est-ce que c'est qu'un district rural? Eh bien, le district rural, c'est le groupement de quelques communes rurales voisines en vue d'aboutir à des réalisations d'intérêt général qui mettent une partie de leurs ressources en commun. C'est peut-être également le moyen de réaliser quelques économies, justement, sur la réalisation de certains projets. Alors, dans votre cas, vous avez regroupé combien de communes dans votre district? Eh bien, chez nous, nous avons regroupé 5 communes qui, géographiquement, étaient déjà destinées probablement à se regrouper, qui, depuis un certain nombre d'années, avaient tendance à vivre commercialement sous la direction d'une commune-centre qui était Virieu. Et dans cet esprit, nous avons proposé à ce que les 5 communes qui forment ce groupement, ce district, se réunissent
justement pour arriver à ce résultat. Vous m'avez dit que vous aviez fait un plan d'urbanisme aussi à l'échelon de votre groupement de communes. Oui, ça a été là notre premier souci. Parce que nous avons pensé que si nous nous engagions pour l'avenir de notre petite région, la première chose à faire était d'envisager cet avenir d'une façon rationnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il nous fallait un plan sommaire d'urbanisme qui nous permettait de prévoir des zones d'agglomération où vivrait la population active, des zones de week-end ou de vacances, où nous attirerions les gens de la ville puisque nous sommes tout proches des villes, et également une petite zone industrielle pour donner du travail et éventuellement amener chez nous une population qui a tendance à s'en aller. Dans cet ordre d'idées également, nous avons prévu pour l'ensemble de nos 5 communes un seul ensemble sportif, ce qui permet également une économie importante. Et les jeunes du district se sont groupés eux-mêmes en un seul club de loisirs où ils se retrouvent, ce qui permet d'avoir pour l'ensemble du district un seul groupe de sociétés sportives et de maintenir ces sociétés sportives alors qu'auparavant, elles disparaissaient tous les 2 ou 3 ans. 2000 habitants et 10 km de rayon, est-ce que ça vous paraît suffisant pour constituer un groupement valable de communes? Personnellement, je pense que ça n'est qu'une étape. À l'heure actuelle, il y a en France 38 000 communes, mais je pense que si on doit arriver à des résultats, c'est en intégrant ces communes, disons, regroupées dans une activité, dans un ensemble régional dont l'activité est plus étendue. C'est, je pense, l'avenir des communes rurales. Des exploitations plus grandes, certes, des communes plus grandes aussi, mais l'agrandissement n'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est créer des richesses nouvelles dans ce milieu qui s'appauvrit, c'est aménager globalement les régions pour qu'il n'y ait pas d'un côté la ville prospère et de l'autre la campagne pauvre, d'un côté les régions riches et de l'autre les zones déshéritées. Cet aménagement, la basse vallée du Rhône et le Languedoc sont en train de le réaliser grâce à l'eau qui donne la vie à la garrigue, l'eau qui peut rendre des régions ensoleillées du Midi plus riches que les pays industriels du Nord. Au 14e étage de cet immeuble ultramoderne, qui à 3 km de Nîmes est en quelque sorte le symbole du renouveau, nous avons rencontré l'homme qui a lancé un défi au sous-développement, l'homme qui veut faire du Baron de Languedoc la Californie française. Philippe Lamour, président de la compagnie d'aménagement. La compagnie a donc, si vous le voulez, d'une part un rôle direct, qui est de créer et d'exploiter un réseau d'irrigation, de distribution d'eau, et un rôle indirect et complémentaire, qui est de s'associer à toutes les initiatives destinées au développement économique et à l'aménagement du territoire de la région du Languedoc, et s'il le faut, d'en prendre l'initiative, de l'y susciter et de s'y associer. Quelle est votre zone d'action? La région naturelle du Languedoc, telle dans laquelle nous intervenons, va du Rhône aux Pyrénées, avec comme limite naturelle au nord la séparation du bassin méditerranéen et du bassin atlantique, c'est-à-dire le fait des Cévennes. Ça intéresse par conséquent 2 départements et demi, une population de 700 000 personnes environ. Vous cherchez à organiser votre propre région, mais ne croyez-vous pas qu'il faut aussi coordonner les efforts des différentes régions? C'est la raison pour laquelle l'organisation que nous avons essayé de créer ici, en groupant les producteurs dans des stations de réception et de conditionnement, elles-mêmes reliées à des marchés-gares, peut être étendue à l'ensemble du territoire français par une entente entre les différents marchés-gares d'intérêt nationaux qui vont grouper eux-mêmes les stations de réception et de conditionnement des groupements de producteurs. Une entente est en cours à l'heure actuelle entre ces divers centres, entre ces divers marchés d'intérêt national, et je pense que très rapidement, nous pourrons ainsi avoir une entente à la fois sur les calendriers de production, sur la répartition du service de la consommation, et aussi, ce qui est important, sur les prix. En modernisant l'agriculture, n'êtes-vous pas entraîné dans une sorte d'engrenage? Les agriculteurs qui vivent maintenant à un autre niveau, avec d'autres méthodes de culture, avec d'autres instruments,
qui deviennent des agriculteurs du niveau américain, si vous le voulez, ne peuvent plus se contenter de leur masure, ni de ces villages désuets, qui sont, il faut bien le reconnaître, dans la France du marché commun, quelque chose qui a un caractère insolite et qui vraiment ne peut pas être maintenu. Nous avons donc entrepris systématiquement la rénovation des villages. Notre service des aménagements communaux prend des villages l'un après l'autre, fait l'analyse complète du domaine bâti et également l'analyse de la population active et de son évolution future, et on fait un plan de démolition des ruines, d'aménagement intérieur, surtout au point de vue sanitaire, des habitats existants et encore valables, et de construction de nouveaux lotissements à l'extérieur. On arrive même à créer des villages de toutes pièces, comme le village de Morin, entre Montpellier et la mer, et là nous avons voulu systématiquement créer ce village en anticipant sur ce que sera la répartition de la population rurale dans une commune rurale dans quelques années, c'est-à-dire en ayant 15% de population agricole et le reste composé de population livrée au service, ou ayant son habitat sur place et travaillant à Montpellier dans les industries, ou encore s'occupant des services du littoral au point de vue du développement touristique. Finalement, que faut-il faire pour mettre en valeur une région? Beaucoup de choses, mais il faut surtout avoir une méthode. Je pense que la méthode du parachutage d'industrie, la méthode qui a consisté trop souvent à croire que la structure allait suppléer à l'effort économique interne, qu'il suffisait de donner des autoroutes, des moyens de communication, pour que, par une espèce de miracle, le développement économique se produise, c'est une méthode qui a échoué dans le monde entier. Partout où on a voulu l'appliquer, partout où on a cru que, par exemple, les peuples des pays dits sous-développés, donc lointains, étaient tous obsédés d'atteindre le plus rapidement possible l'American Way of Life et qu'il suffisait de leur donner des frigidaires, des aérodromes et des autoroutes pour qu'ils soient heureux et que par miracle, ils deviennent des peuples développés. Bien non, on fait paître les moutons sur l'aérodrome et on estime que l'atterrissage des avions les dérange. On se promène avec des chameaux sur les bas-côtés de l'autoroute en regrettant que l'autoroute soit trop dure pour les pieds des chameaux. Mais tant qu'il n'y a pas de mouvement interne, tant qu'il n'y a pas une conviction de développement de l'économie autochtone elle-même, on n'a rien fait. Et on retrouve finalement à notre niveau les mêmes problèmes en France. Il y a le vocabulaire qui change. Quand il s'agit d'un pays très lointain, c'est un pays sous-développé. Quand il est plus proche, c'est un pays insuffisamment évolué. En France, ce sont des régions défavorisées. Mais c'est le même problème. C'est le rôle de l'État moderne d'intervenir lorsque la région elle-même manque d'hommes ou de capitaux ou des deux pour assurer son démarrage. Mais à partir du moment où l'État a fait cet effort de démarrage, quand il a fait les investissements qu'on ne pouvait vraiment pas faire avec les ressources régionales, alors il faut que l'initiative régionale et les capitaux régionaux viennent s'associer à l'initiative publique et aux capitaux publics. Il ne faut pas que la population assiste au spectacle en spectateur assis au fauteuil d'orchestre, applaudissant ou sifflant le spectacle selon son tempérament. Il faut monter sur la scène. Il faut se compromettre, il faut sentir, et que chacun sente que cette aventure les concerne. Certaines zones prennent de l'importance sur le plan économique, comme la basse vallée du Rhône. À l'inverse, il y a d'autres régions qui en perdent parce qu'elles n'ont pas de richesse industrielle ou parce qu'elles sont éloignées des grands axes de développement. En régime d'économie libérale, la Bretagne, par exemple, c'est un peu le Far West français. Marc Beckham, directeur de la Fédération des exploitants du Finistère. En économie libérale, oui, la Bretagne est éloignée sans doute, dans une certaine mesure. Car, en fait, eh bien, le libéralisme joue en défaveur de la Bretagne sur ce plan à cause de son éloignement. Mais d'un autre côté, si on jouait véritablement le libéralisme économique intégral, on autoriserait la Bretagne à aller chercher, par exemple, son énergie là où elle le veut. Et la Bretagne pourrait avoir l'énergie la moins chère de France, le charbon à 30% moins cher que la moyenne française, charbon d'importation. Or, tout n'est pas libéral en ce pays, car on protège les charbonnages de France. C'est peut-être justifié, je ne le discute pas, mais je veux dire que parce qu'on protège les charbonnages de France, le charbon breton est 30% plus cher que la moyenne française. De même, sur le plan des céréales dont nous sommes de très gros consommateurs, comme fabricants de viande, eh bien nous souffrons du régime céréalier européen, alors que nous pourrions acheter les céréales au cours mondial, aux États-Unis ou au Canada, par exemple. Tout de même, aujourd'hui, on peut tout faire dans la région parisienne, et finalement beaucoup moins cher qu'en Bretagne. Ah oui, par exemple le petit pois, par exemple le porc, par exemple la volaille, l'aviculture. On peut tout faire dans la région parisienne, certainement. 10 départements français pourront peut-être, dans 20 ans, nourrir la France. D'accord. Mais il faut peut-être voir ce que ça coûterait pour la nation.
On a trop l'habitude de calculer en prix de revient absolu et de dire, puisque ça coûte 2 francs de moins par kilo de produire du petit pois dans la région parisienne ou dans l'est de la France, par exemple, il vaut mieux le produire là-bas qu'en Bretagne. Mais il faut en réalité, dans un calcul économique honnête et valable, tenir compte de tous les éléments du coût. Et dans ces éléments-là, il faut tenir compte des ouvriers qui n'auront plus d'emploi en Bretagne, qui ont construit pourtant leur petite maison à Concarneau ou à Pont-Aven, et qui devront partir chercher du travail ailleurs, laissant après eux leur maison ayant moins de valeur. Il faudra aussi abandonner les usines, les exploitations agricoles seront moins intensives, et cela, c'est une régression. Et cette régression entraînera le départ des commerçants ruraux, des artisans et des agriculteurs qui perdront ces productions capitales pour la région. Et ils iront s'installer ailleurs. Et cela coûte peut-être beaucoup plus cher que le petit franc ou les 2 ou 3 centimes de différence de prix de revient. Que fera-t-on demain dans toutes ces régions éloignées des centres de consommation? Laissera-t-on la forêt s'y développer? La France du XXIe siècle sera-t-elle aussi boisée que la Gaule des Druides? Monsieur Velay, vous êtes directeur des forêts. Sur votre bureau, je vois un document dans lequel on peut lire l'avenir, le rapport du 5e plan. Que contient ce rapport? L'ensemble du plan a surtout été influencé par 2 idées. La première, c'est que la fonction récréative de la forêt a pris une importance croissante au cours des toutes dernières années et que probablement, dans les années qui viennent, cette fonction va encore se développer considérablement. L'autre idée, c'est une idée à laquelle peut-être l'opinion publique est moins sensible, c'est l'accroissement très remarquable des besoins en bois au XXe siècle, accroissement directement lié d'ailleurs à l'élévation du niveau de vie. Dans 20 ans, la forêt sera-t-elle plus ou moins étendue qu'aujourd'hui? Elle sera probablement plus étendue. Pourquoi cela? Eh bien parce que l'agriculture française tente à se concentrer de plus en plus sur les régions les plus aptes à une production agricole élevée. La population rurale tend de son côté à se rassembler dans les centres urbains, si bien que le territoire agricole français, déjà abandonné par la culture, représente déjà environ 4 à 5 millions d'hectares, et que tout laisse à penser qu'au cours des prochaines années, ce chiffre va encore s'élever beaucoup. Bien sûr, toutes ces surfaces libérées par l'agriculture ne sont pas aptes à porter des productions forestières. Néanmoins, nous sommes très au large pour ce faire, et nous sommes, au sein du marché commun, le seul pays à disposer de telles facilités. Comme les 6 pays doivent constituer très prochainement un espace économique unique, il n'est pas impossible d'envisager que la France pourrait devenir, pour l'ensemble de la communauté européenne, un grenier à bois dans lequel les utilisateurs des scies pourraient puiser. À Cassagnoles, dans l'Hérault, vous êtes en train de réaliser une expérience de boisement communautaire unique en Europe. Mais c'est une région qui se vide de ses habitants. Dans 50 ans, il y aura une forêt à Cassagnoles, une belle forêt, mais comment l'exploitera-t-on? Il est évident que nous ne pourrons pas exploiter demain ces ressources nouvelles avec la main-d'œuvre paysanne qui, autrefois, acceptait volontiers de travailler en forêt, notamment pendant les mortes saisons de la culture. Il nous faut créer ces ressources, mais c'est probablement selon des méthodes toutes différentes que nous exploiterons, des méthodes qui s'inspireront de ce qui se passe dans les grands pays producteurs de bois, par exemple au Canada ou en Scandinavie. C'est-à-dire qu'on sera obligé de faire appel à une main-d'œuvre très spécialisée, très mécanisée, et probablement une main-d'œuvre qui résidera, sinon en ville, du moins dans les grands centres ruraux.
Monsieur Borioz, vous êtes maire de Cassagnol. De quelle année datent les jeunes arbres qui sont autour de vous? Ces peuplements datent de 1960-61. Les reboisements ne se font pas ici de façon individuelle, mais collective. Comment fonctionne votre groupement? Nous avons groupé de petites parcelles individuelles pour faire des ensembles, si possible, groupant une cinquantaine d'hectares. Comment ça se passe? Un apporteur, qu'est-ce qu'il garde pour lui? Il a un système d'action? Il a une part par 5 hectares de terrain à porter. Combien d'habitants à Cassagnol actuellement? 180. Et il y en avait combien il y a 50 ans? Il y a 50 ans, il devait y en avoir le double, mais il y a 100 ans, il y en avait 650. Ici, vous êtes en train de créer une richesse, au fond, assez considérable dans cette région, dans cette commune. Et peut-être n'y aura-t-il plus d'habitants à Cassagnol pour l'exploiter. Dans combien de temps ces arbres sont-ils bons à couper? Dans 10 ans, on pourra éclaircir les premiers peuplements. Et à couper, c'est dans 30 ans. Dans 30 ans, il y aura combien d'habitants à Cassagnol? Je n'en sais rien. Peut-être la commune n'existera même plus. C'est pas un peu triste? Et c'est la loi du progrès. On ne peut pas obliger les gens à rester là où ils ne peuvent pas vivre. Enfin, vous, tout de même, qui avez créé ce massif. Mais un arbre, on ne le plante pas pour soi. Si nous avons des arbres, c'est que nos parents les ont plantés. Si nous en plantons, ils seront bien pour quelqu'un. Que peut-on faire pour que les gens restent? Dans l'immédiat, il faut vivre. Les gens vont où les salaires leur permettent de mieux vivre qu'ici. Et s'il y avait des possibilités de gagner, je vous dis actuellement, 40 à 50 000 francs par mois, pour un homme ou pour une femme capable, mais les gens ne s'en iraient pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que ces gens gagnent 40 ou 50 000 anciens francs par mois? Mais je n'en sais rien ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas capable de le savoir. Mais j'ai à côté le maire d'une commune de Féline qui était un fils de menuisier, qui vient de monter un atelier de meubles. Mais voilà un homme qui occupe 50, 60, 70 ouvriers. Mais voilà un exemple qu'on pourrait peut-être faire, mais encore faut-il connaître le métier ou le commerce ou l'industrie qu'on veut créer. Moi, je suis un paysan. Et le tourisme, est-ce que vous pensez que... Ah, le tourisme, oui. Je crois que dans l'avenir, puisque nous allons vers une civilisation de loisirs, le tourisme serait un facteur justement de maintien de vie dans la région. Le tourisme peut-il sauver les habitants des petites communes rurales, comme l'espère M. Borioz? Yvon Morvan, lui, le croit. Il a abandonné l'élevage du cheval de trait que pratiquait son père pour revenir, comme son grand-père, au cheval de selle. Pourquoi? Nous gagnons moins avec les chevaux de trait que nous l'avons fait dans le temps, du fait de la disparition importante de la jumenterie. Pour vous citer des chiffres, mon père, à la sortie de la guerre en 1939-1944, faisait jusqu'à 500-600 juments. Maintenant, je fais à peine une vingtaine de juments parce que les tracteurs se sont répandus partout dans toute la région. Nous continuons toujours à faire l'élevage des talons, à faire l'élevage des chevaux de trait, mais nous avons pensé que pour continuer dans le cheval, il fallait trouver autre chose. Et c'est pour ça que nous sommes venus aux chevaux de selle, qui servent aux scolaires pendant l'hiver, aux citadins de la région pendant l'hiver, et qui pendant l'été serviront aux touristes. À ce moment-là, les chevaux vont changer de quartier. Ils vont passer dans le Ménium, en plein cœur de la presqu'île de Crozon, dans une région située dans une presqu'île très touristique, très fréquentée. Et là, nous allons mettre les chevaux à disposition des touristes pour pratiquer l'équitation dans cette région très sauvage et très pittoresque du Ménium, et également faire des randonnées à partir du Ménium, le long des plages de toute la baie de Douarnenez et le long du bras de mer de l'Aulne, le long de la rade de Brest, enfin dans tous ces coins qui sont si beaux et si magnifiques. Est-ce que ça coûte cher de pratiquer l'équitation? Pour tous les élèves, pour tous les scolaires, pour tous les étudiants, pour tous les apprentis, pour tous les jeunes de groupements corporatifs, nous demandons 500 francs. Vous savez, 500 francs, c'est pas grand-chose à l'heure actuelle. C'est moins que le prix d'entrée dans une salle de bal. Et surtout, nous sommes beaucoup moins rigoureux quant à la tenue d'habillement que la plupart des sociétés qui existent en ville. En effet, nous voulons que l'équitation se pratique non pas de façon aristocratique, mais au contraire de façon très populaire, dans la tenue que les gens désirent, qu'ils montent en blue jean, en polo, une paire de bottes, et puis cela suffit amplement.
Si l'équitation se développe vraiment, vous risquez, vous, petits exploitants, d'être dépassés et de voir se constituer de grandes sociétés comme cela s'est déjà passé pour les sports d'hiver. Bien sûr, l'équitation va se développer et nous ne pourrons pas empêcher les grosses sociétés qui ont beaucoup de capitaux à s'intéresser à l'équitation parce que ça va rapporter de l'argent. Mais je pense que finalement seront juges les gens qui pratiquent l'équitation. Qu'est-ce qu'ils recherchent au fond? Pas simplement le plaisir de monter à cheval, mais aussi le plaisir de découvrir le paysage à partir du cheval. Et qui, mieux que les agriculteurs du coin, peut leur faire découvrir ce paysage, leur faire goûter l'amour du cheval, sinon les gens du coin qui, de façon passionnée, aiment le cheval, et de façon passionnée, aiment leur paysage, aiment leur nature. Le cheval, les grandes randonnées, bien sûr, mais aussi l'eau. L'eau qui permet les baignades, la pêche, la voile, le ski nautique. Et dans un pays où le littoral sera surpeuplé avant 20 ans, les régions actuellement déshéritées, comme le Massif central, auront leur mot à dire. Monsieur Dauzier, président de la Semival, société de mise en valeur de l'Auvergne et du Limousin. L'Auvergne est un pays de lacs naturels d'abord, qui sont des lacs volcaniques très beaux. Le Limousin aussi est un pays de lacs et de lacs artificiels qui ont été créés par l'électricité de France, c'est la région des grands barrages. Et à cette occasion, il est souhaitable, bien entendu, d'utiliser les possibilités qu'offrent ces barrages, ces plans d'eau naturels ou artificiels, qui sont bien souvent remarquables. Et c'est autour de cet aspect des vacances, enfin le nautisme, la résidence secondaire au bord des lacs, que nous avons, premièrement, évidemment, orienté nos efforts. Près d'Aigleton, par exemple. Bien, Aigleton, nous faisons un village de vacances qui est une de nos premières réalisations. Nous avons été aidés très directement par la municipalité d'Aigleton. Et nous constituons là un ensemble de pavillons, n'est-ce pas, avec une station, je veux dire, de service, station centrale, dans laquelle se trouvent absolument toutes les commodités que les gens qui viennent en vacances peuvent trouver, aussi bien ce qu'on appelle le drugstore que les salles de cinéma, de distraction, télévision, etc. L'ensemble des services sont donc réunis dans le centre du village. Et à Mémac? À Mémac, c'est une conception à peu près identique que nous avons mise en place. Le problème le plus difficile dans ce domaine est celui de l'animation de ces centres. Mon père, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui paraîtra au printemps prochain et qui s'appelle « L'agriculteur vendeur de loisirs ». Qu'est-ce que vous pensez que le tourisme et le développement des loisirs d'une façon générale peut apporter à l'agriculteur? Je suis parti d'une constatation extrêmement simple. Pendant longtemps, l'agriculteur a été avant tout le nourricier du pays, parce que les besoins du pays étaient avant tout des besoins alimentaires. Et puis voilà que brusquement, l'équilibre biologique du français moyen demande bien autre chose que de l'alimentation, c'est-à-dire un contact psychologique et presque physiologique et biologique avec la nature. Quelles sont les conséquences que vous prévoyez de ce développement de la civilisation des loisirs? Et un accroissement assez considérable du débouché des exploitations agricoles. En effet, à côté de l'exploitation classique qui consistait à nourrir les gens, voici que s'ouvre ce nouveau débouché orienté vers ou bien le logement des estivants ou le logement des vacanciers, ou bien, même de façon plus vaste, l'organisation de loisirs. Que peut rapporter aux agriculteurs l'hébergement des citadins? Les exploitations agricoles autrichiennes ont depuis déjà longtemps l'habitude de recevoir des touristes, d'ailleurs surtout en été. Et leur comité de gestion estime que dans le fond, la location d'une chambre pour un touriste équivaut, au point de vue revenu net, au rapport net d'1 hectare de terre par an. Et les résidences secondaires? Il y avait en 1954 environ 450 000 résidences secondaires. Il y en a en 1962 950 000. Tout donne à croire que leur nombre continuera à s'accroître de 60 à 80 000 par an. La moitié d'ailleurs étant construite à neuf et l'autre moitié étant au contraire le résultat
de fermettes ou de petites maisons ouvrières aménagées ou rabibochées. J'ai été très frappé en voyant une enquête de l'Institut d'études démographiques de constater que 85% des personnes habitant dans les grands ensembles avouaient vouloir loger dans des pavillons de banlieue. Comme la chose est irréalisable, il est probable que cette tendance s'appliquera beaucoup plus vers la possession d'une petite résidence dans une petite commune. Au fond, nous avons besoin à la fois d'avoir une nouvelle relation avec la nature et en même temps une nouvelle relation avec les autres hommes. Ainsi, l'agriculture a déjà commencé sa reconversion. Là où nos ancêtres étaient fiers de faire pousser du blé, s'étendront demain des landes sauvages où nos enfants viendront chercher la solitude. Professeur Dumont, vous qui parcourez les pays du tiers-monde, ne trouvez-vous pas que c'est une réaction égoïste de démobiliser ainsi notre appareil de production agricole, alors que sur d'autres continents, des hommes meurent de faim sur des terres infertiles? Certainement. Certainement la faim dans le monde, nous avions cru, il y a une dizaine d'années environ, qu'on en reviendrait à bout assez facilement. Or, c'est justement l'inverse qui se produit. Depuis 1959, d'après les études de la FAO, l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la faim ne cesse de monter. Depuis 1959, la production alimentaire par tête d'habitant, en moyenne mondiale, n'a plus augmenté. Or, cette moyenne mondiale est faite des pays riches, comme le nôtre, où les ressources alimentaires par tête n'ont pas cessé d'augmenter, et des autres, les pays sous-développés, où ces ressources n'ont pas cessé de diminuer. Par conséquent, cela nous inciterait à tout de même garder pour l'agriculture une partie au moins de ces millions d'hectares que l'on veut rendre à la distraction, que l'on veut rendre au loisir. Je sais bien que cette production alimentaire de nos pays riches n'est pas la solution principale, mais c'est tout de même une solution extrêmement importante qui facilitera la transition en attendant que nous donnions à ces pays assez d'engrais, assez d'équipements, assez d'instructions pour qu'ils puissent se tirer d'affaire eux-mêmes. Oui, alors, au sein, vous estimez que c'est un énorme gaspillage de vouloir démobiliser les terres de France? C'est un énorme gaspillage parce que nous allons avoir besoin de donner à l'ensemble de ces pays en voie de développement des quantités accrues d'aliments faciles à transporter et d'aliments protéiniques. Je pensais donc que la France devrait réviser sa politique agricole actuelle. Peut-être même que pour certaines productions, la France pourrait les abandonner. Si je vois par exemple la betterave à sucre, dont les capacités de production sont très inférieures à celles de la canne à sucre, eh bien on peut envisager qu'on laisse la production du sucre et des oléagineux aux pays tropicaux qui sont mieux placés. J'abandonnerai le colza et la betterave à sucre pour développer considérablement les céréales, surtout le blé, et la production laitière. Je pense pour ma part que le moment est venu où nous aurons, le moment viendra bientôt, où nous aurons le plus strict intérêt à être généreux. Tout simplement parce que ces dons que nous ferions collectivement seront le meilleur moyen de remettre en route notre machine économique, de laisser tourner à plein nos capacités de production agricole et industrielle, d'éviter par conséquent le chômage, d'éviter les difficultés et les crises économiques. Et si nous ne résolvons pas ce problème? Le tiers-monde affamé peut avoir plusieurs attitudes. Il peut avoir une attitude de résignation. Cette attitude, on la voit se développer dans la paysannerie indienne actuelle. Il peut aussi avoir une attitude de révolte. Cette attitude de révolte, on l'a vu se réaliser à Cuba, on la voit s'esquisser dans certains coins d'Amérique latine. Alors, personne ne sait l'avenir. Mais en tout cas, même s'il y a une ambiance de résignation, je pense qu'il sera moralement insoutenable de vivre dans un pays où nous serions de plus en plus riches, alors que les autres seraient de plus en plus pauvres.